Bonjour à tous. Dans ce travail, nous allons pouvoir expliquer l'essentiel du travail qu'on a fait dans le TD numéro D, Unix pour les data scientists. Nous allons parler des containers et des dockers, des pipelines de données, des scripting et d'automatisation administrative lorsqu'on est sur un serveur Linux. Et dans le cadre de notre travail, nous avons essentiellement travaillé avec les sous-systèmes Linux sur Windows, puisque nous sommes sur Windows 11 et nous avons mis en place l'environnement Windows et WSL. WSL signifie Windows Subsystem for Linux. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de l'environnement de développement. Nous allons parler de notre distribution Linux qui est Ubuntu, qui utilise le noyau Linux. L'utilisateur qui a été créé là, c'est un utilisateur qui s'appelle AST Daniel. Et nous avons déjà mis en place l'environnement avec tous les éléments nécessaires, dont la résolution des droits sur les sous qui est l'ajout de l'utilisateur au groupe et met en place des systèmes actifs et l'installation des différentes dépendances nécessaires pour que le système fonctionne. Alors, la première question qui nous a été posée, c'était de savoir la différence qu'il y a entre une machine virtuelle et un conteneur. Alors, il faut savoir qu'au début, lorsqu'on a commencé à travailler sur les environnements de développement, on a constaté qu'il y avait deux plus grands problèmes. Le premier problème, c'était au niveau des dépendances. Lorsque notre application est en train de fonctionner, il a besoin des autres morceaux des modules qui n'ont pas été développés par nous. Et ces modules doivent intervenir dans notre application. Et dans la plupart du temps, lorsqu'on développe ces modules-là, lorsqu'on doit utiliser ces modules-là, on peut avoir aussi d'autres projets qui utilisent aussi les mêmes modules. Parfois, ce sont des modules avec des versions différentes. Parfois, ce sont les mêmes modules. Et dans ces cas-là, on a besoin d'un gestionnaire de dépendance pour pouvoir déterminer exactement quel module on va utiliser et comment est-ce que nous allons optimiser pour que nous ne puissions pas avoir de duplication de différents modules sur le même système d'exploitation. Et ça, on a appelé ça la gestion de dépendance. Et il y a des logiciels qu'on appelle des gestionnaires de dépendance qui sont spécialement basés sur ça, qui sont spécialisés dans la gestion des dépendances. Mais l'autre problème, c'était l'environnement de développement. Alors, nous pouvons avoir notre système, notre application qui fonctionne, mais ce n'est pas les seules choses qui sont intéressantes. Dans notre application, on peut avoir aussi l'environnement. Nous pouvons avoir une application microservice, ça veut dire qu'il a différents modules. Et ces différents modules aussi ont besoin de travailler avec d'autres logiciels différents. Par exemple, si nous travaillons sur Python, nous avons besoin d'une version de Python nécessaire pour faire fonctionner un module et d'une autre version de Python nécessaire pour faire fonctionner un module. La même chose lorsqu'on travaille sur PHP, nous avons besoin d'une autre version de PHP pour faire fonctionner tel module, une autre version pour tel module. Nous pouvons avoir des différences de bases de données. L'autre utilise MySQL, l'autre utilise Postgres, ainsi de suite. Donc, pour ne pas embrouiller l'espace global, en essayant beaucoup trop de faire comme avec les gestionnaires de dépendance, alors on va mettre en place un environnement qui est un environnement détaché. Et pour gérer ce genre de dépendance, la première solution, c'est de créer des machines virtuelles. Les machines virtuelles, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir plusieurs machines sur un seul ordinateur. C'est-à-dire que je vais mettre mon application A sur cette machine virtuelle qui est mise tout un ordinateur et je vais mettre une autre application sur une autre machine virtuelle qui est mise aussi tout un ordinateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les machines virtuelles. Pour qu'une machine virtuelle fonctionne, il a besoin d'un hyperviseur. Un hyperviseur, c'est un logiciel qui gère, qui est un intermédiaire entre les systèmes d'exploitation haute de la machine physique et la machine virtuelle, et donc l'ordinateur qui est émulé par cet hyperviseur. Et dans ces cas-là, on constate que ça prend trop de ressources et ça consomme trop vite puisqu'on émule toute une machine, donc on a besoin de beaucoup plus de ressources pour pouvoir créer cet émulateur d'une machine virtuelle. De l'autre côté, on a aussi pensé à mettre en place ce qu'on appelle les conteneurs. Contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs n'ont pas la même logique que les machines virtuelles. Et ils prennent juste l'environnement de développement et ils créent un environnement isolé. De sorte que cet environnement, tout ce qui va se passer dans cet environnement-là ne concernera que cet environnement. Il ne va pas interférer avec les autres éléments qui ne sont pas de son environnement. C'est ce qu'on appelle les conteneurs.
Alors, au niveau de l'architecture, une machine virtuelle fonctionne sous un hyperviseur. C'est un logiciel qui est en train de sur lequel on peut mettre plusieurs OS et qui émule des machines. C'est ce qu'on appelle un hyperviseur. Alors qu'au niveau du container, on utilise plutôt le noyau Linux. Alors, le noyau Linux, il a un système de namespace qui nous aide à pouvoir créer des vues isolées afin que un élément ne puisse pas se mélanger avec les autres. L'isolation au niveau des machines virtuelles elle est forte et stricte, mais le problème c'est qu'il ajoute beaucoup plus de ressources. La performance elle est vraiment lourde et la portabilité elle est vraiment faible puisque une machine virtuelle ça pèse beaucoup trop de gigas de données, même si mon application que je mets à l'intérieur ne pèse que quelques mégaoctets. Malheureusement, les machines virtuelles ont besoin de beaucoup plus de choses, du coup, ils pèsent beaucoup trop. Tandis qu'au niveau du conteneur, la portabilité est faible, puisque si les éléments que j'ai dans mon application ne sont pas trop grands, on n'aura plus besoin de beaucoup de choses, on aura besoin que des éléments très légers. Alors, on passe au niveau des mécanismes fondamentaux du noyau Unix. Ce sont les mécanismes qui vont nous permettre qui vont permettre au noyau Unix, au système d'exploitation Unix, de pouvoir gérer gérer les conteneurs. Alors, le système Docker, on a conçu, il s'est basé sur des éléments fondamentaux du noyau Unix. Nous avons les namespace et les CG ou les control group. Le namespace crée un environnement isolé. Il crée un environnement isolé. Ça veut dire quoi? On a une vie système qui est unique à ce conteneur-là, de sorte que chaque élément qu'on utilise dans le système, ça peut être les processus, donc les PID ou soit les identifiants des processus, ils sont valides que dans cet espace là-bas. Nous avons les réseaux. Chaque élément qu'on utilise dans les réseaux, là, c'est un réseau qui est complètement local à cet espace de nom. Et si on doit les mapper à un réseau externe, on utilise exactement comme si nous devons utiliser, comme dans les réseaux normaux, lorsqu'on veut interconnecter des réseaux, on utilise souvent des routeurs et on utilise aussi d'autres mécanismes pour pouvoir faire communiquer des réseaux. Mais dans l'espace de nommage, on reste avec un réseau qui est isolé. Nous avons les montages des systèmes de fichiers. On a un système de fichiers qui est séparé et qui ne se mélange pas avec le système de fichiers des systèmes normaux. Nous avons aussi les communications interprocessus qui sont isolées. Donc, on ne peut pas communiquer avec les processus qui sont à l'extérieur de l'espace de nom. On ne peut communiquer qu'avec les éléments qui sont à l'intérieur. Au niveau du contrôle groupe, le contrôle groupe gère tout ce qu'on appelle les contrôles en ce qui concerne les ressources que le conteneur doit utiliser. Le conteneur n'a pas à utiliser les ressources qui sont externes et le conteneur a une limite fixe. Par exemple, pour les processeurs, on fixe les quotas du temps de calcul du processeur. On gère la RAM, quelle quantité de RAM est nécessaire. On gère aussi les entrées et sorties pour savoir sous quelle vitesse et sous quelles règles ils sont en train d'utiliser. Les manipulations des images et des conteneurs. Alors, nous allons savoir comment est-ce que le conteneur fonctionne. Les conteneurs, pour créer un conteneur, on a besoin d'abord d'une image. Les images d'un conteneur, ce sont des environnements déjà mis en place qui se basent sur une architecture bien placée pour pouvoir y greffer leur fonctionnement. Quand on crée un conteneur, d'habitude, on commence par une image. Les images qui ont déjà été créées dans le hub des Docker. Alors, on peut commencer par exemple à partir de Ubuntu ou à partir d'Alpine. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui ont mis en place beaucoup d'images système. Et lorsqu'on prend cette image système-là, on va pouvoir y ajouter certains éléments et nous créons notre propre image à partir de cette image-là. Et une fois qu'on crée notre image, le conteneur sera une instance de cette image qui est en cours de fonctionnement. Alors, comment est-ce que ça se passe? Il y a une commande de ce côté, on appelle Docker pull. Par exemple, on prend ici Ubuntu 22.04. Ça veut dire que je vais partir de cette image-là. Ubuntu est la version 22.04 et c'est ce que je vais récupérer. Ensuite, je vais tourner ça. Je vais le faire fonctionner. Ici, par exemple, on tourne Ubuntu, le test. C'est la dernière version de Ubuntu.
Je peux aussi tourner et puis je donne aussi un nom au conteneur. Pour voir le fonctionnement des conteneurs, je mets Docker PS. Ça va me donner la liste de conteneurs qui sont en cours de fonctionnement. Si je mets -A, ça veut dire que je vais voir aussi les conteneurs qui ont été arrêtés. Et ça me permet de voir un peu comment ça fonctionne. Je peux stopper mon conteneur en donnant les noms. Je peux supprimer mon conteneur avec Docker RM. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres commandes que je peux faire. Je peux faire aussi les poules en mode interactif, tout comme je peux mettre un mode détaché, c'est-à-dire euh, les, les- le conteneur est en train de fonctionner en arrière-plan, mais moi, sur sur la commande, sur l'invite de commande, j'ai pas besoin de voir ça. Ici, nous avons montré notre exemple, comment nous avons parlé, nous avons récupéré un Nginx et comment d'abord il y a une tentative de réseau qui n'a pas fonctionné, ensuite nous avons récupéré aussi, ainsi de suite. Alors, pour l'exécution pratique, une fois qu'on a créé, une fois qu'on a créé un conteneur, on peut le tourner avec Docker Run. Il y a aussi un certain nombre de commandes que je peux faire pour voir comment ça fonctionne. Pour stopper, on met stop et pour supprimer, on met rm. Nous allons passer au niveau du Dockerfile. Le Dockerfile, c'est un moyen plus simple de pouvoir créer, pouvoir créer du, une image Docker afin de pouvoir faire fonctionner mon conteneur. Nous savons qu'un conteneur part d'une image et nous avons un certain nombre de choses qu'on met. On peut récupérer notre code sur GitHub. Si nous avons mis sur GitHub, nous pouvons chercher des éléments à mettre dans notre conteneur. Par exemple, si je suis sur Python, j'aurais besoin d'installer un certain nombre, une version de Python. J'aurais besoin d'installer les dépendances de mon application installée. J'aurais besoin d'exposer les ports et j'aurais besoin de faire un certain nombre de choses. Et tout ça, je peux le faire à partir de Dockerfile. J'écris mes commandes à l'intérieur et une fois que j'écris mon commande, je n'ai qu'à l'appeler une seule fois. Et du coup, mon conteneur, je peux le build. Et après avoir le build, ça me crée une image. Ensuite, je peux tourner pour créer mon conteneur. Alors, pour build, pour construire, on met Docker build. Je donne mon nom. Ensuite, je peux aussi run. Ici, je donne par exemple le port. Je mappe le port 8000 au port 8000 de mon ordinateur. Quand on mappe le port ici, c'est pour permettre à ce que le port qui est à l'intérieur du conteneur, qui n'est pas visible de l'extérieur du conteneur, qu'il soit visible sur un port extérieur. C'est ainsi que si je suis en mode développement, je peux lancer et voir ça à l'extérieur de mon application. Nous allons passer au niveau du cycle de vie des données. Un conteneur, lorsqu'il tourne, ce n'est qu'une instance d'une image. Et une image est souvent figée, c'est-à-dire qu'elle ne se modifie pas au cours des fonctionnements. Donc, c'est le conteneur lui-même qui est en train d'utiliser des données au cours de son développement. Alors, les données qui sont faites au niveau du conteneur, ce sont des données éphémères. Et ces données-là, éphémères, ils sont supprimées une fois que le conteneur est arrêté. Du coup, pour avoir des données qui sont persistantes, on utilise souvent ce qu'on appelle des volumes. Les volumes, c'est l'équivalent des disques durs, c'est-à-dire c'est elles qui stockent les données que nous allons utiliser dans notre conteneur. On a différents types de volumes. Il y a des volumes nommés, des espaces gérés avec un identifiant. Ce sont des volumes qui sont à l'intérieur du Docker et qui ne sont jamais vus de l'extérieur. Nous avons aussi des volumes montés, c'est-à-dire des volumes qui sont mappés avec un espace de notre disque dur, de notre système d'exploitation principal. Du coup, chaque fois que je mets des éléments à l'intérieur, ces éléments seront aussi visibles à l'intérieur de mon conteneur Docker. Nous avons aussi les différents autres types de volumes, par exemple des volumes éphémères qui sont des volumes qui sont mappés directement à la RAM et qui peuvent être supprimés une fois qu'on stoppe notre conteneur. L'avantage des volumes, c'est que lorsqu'on est en production, on isole en fait, on isole le schéma hôte et les permissions gérées. Donc on n'a plus besoin de gérer ça au niveau de notre système. On le gère au niveau des conteneurs. Les performances sont optimales et la sauvegarde c'est beaucoup plus facilité puisque si je n'ai qu'à sauvegarder cette volume-là et
j'ai la sauvegarde, les snapshots de ma sauvegarde à un moment donné. Nous avons différentes commandes pour Docker, entre autres de commandes pour créer une volume. On écrit Docker volume create, Docker run, ainsi de suite. Ici, il y a un exemple de commande qu'on a fait pour créer, modifier, supprimer une commande, créer un espace pour stocker la base de données, ainsi de suite. Pour l'orchestration de multiples conteneurs, on utilise souvent Docker Compose. Docker Compose, c'est quoi? C'est un mécanisme qui va nous permettre de mettre plusieurs conteneurs ensemble et de les faire fonctionner, de les construire ensemble à partir de mon Docker Compose, ce qui est un fichier de configuration. En fait, c'est fait que lorsque je fais une application, par exemple, un microservice, euh, il est recommandé qu'on mette un seul service dans un conteneur. C'est les bonnes pratiques. Alors, lorsque je fais plusieurs services, il peut être compliqué de pouvoir mettre tous ces services-là dans un même conteneur. D'abord, premièrement, parce que nous pouvons avoir des dépendances différentes et des environnements qui ne sont pas obligés d'être ensemble. Comme je le disais au début, on peut avoir une version de Python différente entre les différents services. Alors, la solution, c'est de les mettre dans des conteneurs différents. Et Docker Compose va nous permettre d'orchestrer l'ensemble de tous ces conteneurs-là. On a des commandes d'administration de Docker Compose. Quand j'appelle par exemple up, c'est pour démarrer en arrière-plan. Les D là, c'est pour dire détacher. Je peux aussi build avec les D-build. Je peux voir les logs avec Docker Compose log, Docker Compose app, ainsi de suite. Je peux arrêter avec Docker Compose down, Docker Compose stop. Down, c'est pour arrêter et purger, donc supprimer aussi le volume, ainsi de suite. Et là, nous avons un exemple de commande qu'on a fait dans notre mini-serveur Ubuntu afin de voir comment ça fonctionne. Nous allons passer au niveau des filtrages et extraction des données JSON. Il y a un outil qu'on appelle Jiki, qui est un outil installable sur un serveur Linux et qui va nous permettre de détecter facilement les JSON. Contrairement aux outils natifs des serveurs, Jiki va nous permettre de manipuler les JSON un peu comme si c'était des objets. Par exemple, ici, il y a une commande. Quand j'appelle Jiki-R, utilisateur, non, je mets utilisateur pour que ça me donne sous forme d'un tableau et j'appelle les noms pour que ça me tire seulement les noms. Et quand j'affiche, ça va me donner la liste d'utilisateurs. Je peux aussi faire sélectionner sur ces utilisateurs-là, par exemple là où la propriété âge est supérieure à 28. Donc j'ai une possibilité de l'extraction et des filtrages des données beaucoup plus facilité avec Jiki. Là aussi j'essaierai avec par exemple AWK et les autres méthodes, ça va être beaucoup plus complexe que si je le faisais avec Jiki. Les filtrages et l'extraction des données sont très importants lorsque nous travaillons dans la data science parce que nous savons que nous, la donnée, c'est notre condiment principal à laquelle nous utilisons dans toutes les opérations que nous faisons. Nous pouvons faire des transformations. Par exemple, si je peux récupérer les utilisateurs, je récupère uniquement les villes et j'affiche les villes. Je peux par exemple récupérer seulement des éléments ou même créer des composants, créer d'autres éléments calculés directement à partir des chiquiers. Par exemple, si j'ai compté le nombre de villes et j'ai aussi récupéré les champs noms et villes. Et ça m'a donné une liste de noms et villes alors qu'on avait beaucoup plus de propriétés au début. Nous allons passer au niveau du pipeline de gestion API vers export. Alors, dans l'exercice 4.3, nous avons l'obligation de récupérer les données de l'API. Ensuite, nous allons les enregistrer dans un fichier CSV. Alors, nous avons choisi JSON Placeholder. JSON Placeholder, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir des données fake par rapport à ce que nous donnons des différents formats. Alors, nous allons récupérer les to-do sur JSON Placeholder et nous allons comme ça nous donne des JSON, nous allons utiliser directement Jiki pour pouvoir récupérer ces données-là et ensuite les ajouter dans un CSV. Et voilà pourquoi nous allons utiliser cet opérateur ici, l'opérateur
l'opérateur de balise qui nous a permis de pouvoir rediriger tous ces éléments dans les fichiers que nous allons créer directement, tâche terminée, CSV. Et si nous essayons d'afficher ces éléments-là avec la commande cat, nous voyons exactement quelles sont les données qui ont été enregistrées dans notre CSV. La philosophie Unix au Big Data. Alors, quels sont les éléments de la philosophie Unix qui sont beaucoup plus liés au Big Data et comment est-ce que nous pouvons comparer les deux éléments? D'abord, au niveau du flux et pipe. On utilise souvent l'opérateur, ici l'opérateur pipe, qui nous permet déchaîner plusieurs commandes. C'est-à-dire, nous pouvons mettre une commande ici, nous traitons des éléments et ensuite nous renvoyons les éléments vers la droite où il y aura encore d'autres éléments, d'autres commandes qui vont traiter la même chaîne. C'est ce qu'on appelle le chaînage des transformations. Et c'est un élément qu'on trouve directement lié au Big Data et aussi à Spark parce que nous avons l'habitude de Spark pour travailler avec le data frame. Et dans les data frames, ces éléments sont vraiment très importants. Et c'est ce qu'on utilise une chaînage de plusieurs méthodes sur une donnée qu'on récupère. Et là, on trouve directement le principe d'immutabilité. Les flux textes correspondants au DT, ainsi de suite. L'immutabilité, c'est exactement l'élément qu'on retrouve directement au niveau de ce qu'on traite des données dans les commandes Unix. Alors, si nous faisons la redirection, c'est pour permettre à ce que, lorsqu'on fait le traitement, les données de départ ne sont pas modifiées, mais nous devons mettre l'opérateur pipe pour qu'on prenne les données et qu'on les renvoie dans notre source et nous pouvons même les rediriger vers un fichier. Dans dans les data frames, surtout sur Spark et Hadoop, c'est pratiquement la même chose. Si je crée un data frame, euh, ces data frames, les opérations que je vais faire sur ces data frames-là, ça ne va pas modifier ces data frames. Alors, si je vais récupérer ces éléments-là, je dois créer une autre variable qui doit récupérer ces éléments. Et c'est ce principe-là qu'on appelle l'immutabilité. Nous avons également d'autres outils modulaires comme les outils Jiki et autres tous les éléments. Dans Hadoop et Spark, nous retrouvons aussi exactement beaucoup d'éléments comme MapReduce, microservices et ainsi de suite. Nous avons par exemple les éléments de filtrage, CAD, SOR, ainsi de suite, qui sont aussi équivalents à Big Data. Dans le Big Data, on a par exemple Spark SQL qui permet de faire beaucoup des éléments de filtre et autres, ainsi de suite. Nous allons passer à une analyse pratique des logs web. Alors, nous avons simulé une page des logs qu'on a appelée Access Log, dans lesquels nous avons des éléments précis. Nous avons des adresses IP, des éléments qui sont connectés et les pages sur lesquelles ils étaient connectés et aussi d'autres petits éléments pour montrer comment ils fonctionnent. Dans notre fichier Access Log, nous avons les adresses IP, nous avons la date, nous avons le fichier qui a été, la page qui a été accédée, nous avons également en dernier lieu les codes de réponse du serveur. Et nous avons utilisé l'opérateur AWK. AWK, son rôle, c'est de pouvoir créer une sorte de tableau de données à partir des colonnes. Donc, il récupère chaque colonne, il crée une sorte de tableau. Et quand nous mettons par exemple ici AWK print $1, ça veut dire qu'il doit nous printer les éléments de la première colonne. Et comme c'est un tableau, là, nous pouvons définir euh, quels sont les nombres d'éléments des lignes que nous voulons qu'il nous récupère. Et ici, quand vous regardez bien les données qui sont à l'intérieur, nous avons, à la première ligne, nous avons les adresses IP. Ici, il nous filtre les adresses IP. Par exemple, dans la deuxième commande, ici, nous demandons d'abord du sort, ça veut dire filtrer en ordre. Il doit les afficher en ordre. Donc, unique, ça veut dire qu'on récupère que les éléments qui sont doubles, on supprime tous les doublons. Et nous avons mis aussi d'autres commandes pour filtrer avec plus de précision. Et nous avons décidé d'en afficher que 3. Et c'est pour ça qu'ici, on nous a affiché les éléments, les deux éléments dans la première capture ici. Nous avons utilisé aussi les scripts d'analyse statistique automatisés. Alors, ces scripts, il récupère les données d'un fichier CSV. Et nous avons récupéré les données d'un fichier CSV. Nous avons fait une certaine opération d'analyse dans ce fichier ici et nous avons affiché les résultats. Alors, à la fin, nous avons généré un rapport.
Le rapport, c'est un rapport qui prend les données, donc par rapport aux données qu'on a récupérées dans les CSV. Alors, premièrement, on compte le nombre de lignes, on compte le nombre de colonnes et on récupère aussi les valeurs uniques, on l'affiche. Ces données, je le rappelle, on les a récupérées sur JSON Placeholder. Alors, nous allons passer au niveau de la supervision du système Unix. Pour faire la supervision du système Unix, il y a différents outils qui ont déjà été mis en place. Il y a d'abord le- les outils qui sont disponibles directement dans Unix. Nous avons par exemple comme Top. Je peux aussi ajouter HTOP qui n'est pas directement lié mais qu'on peut l'ajouter pour nous permettre de voir le fonctionnement du processeur. Quels sont les éléments qui sont utilisés par le processeur, à combien de pourcents, ainsi de suite. C'est un peu comme ce qu'on appelle le gestionnaire des tâches sous Windows. Il permet de voir les charges moyennes, ainsi de suite. L'élément que moi je préfère plus, c'est HTOP. Il y a aussi un BStat, mais il y a aussi un élément qui n'a pas été mis ici, c'est par exemple le BTOP. Et il donne une affichage vraiment très intéressant. Pour la mémoire RAM, nous pouvons utiliser Free, qui est la méthode la plus simple, qui nous montre quelle quantité d'espace est stocké par la RAM, quelle quantité d'espace est utilisée, lequel n'est pas utilisé. Pour l'espace disque, nous avons DF. Pour les entrées et sorties, nous avons IOSTAT et les autres. Pour le réseau, nous avons AS. Pour les processus, nous avons PS, ainsi de suite. Voilà. Euh, Nous avons mis en place aussi un script de monitoring en temps réel. Il y a bien sûr des outils, mais nous pouvons, dans le cadre de notre travail, nous avons mis en place aussi un petit script de surveillance afin euh, de pouvoir simuler l'utilisation, de voir comment notre serveur est utilisé. Et le code est ici, nous avons créé une boucle, comme une boucle while true plutôt. Ça veut dire que cette boucle-là, elle est infinie puisque nous avons mis directement true, il n'y a pas une condition. Et dans ces cas-là, nous utilisons l'opérateur AWK. Nous utilisons aussi d'autres éléments pour nous permettre de filtrer puisque une fois qu'on récupère les textes, les contenus, il faudrait qu'on filtre là et qu'on fasse des calculs. On utilise 100 moins le pourcentage utilisé pour qu'on puisse savoir combien de pourcents est utilisé. Nous avons pris aussi l'usage des disques et nous avons mis ça, nous avons envoyé ça de l'autre côté avec AWK, ça nous permet aussi de filtrer et de voir ce qui a été utilisé. Et si vous voyez le résultat, ça nous a donné 3% des processeurs utilisés. Nous avons un RAM 18,3%, 700 mégas, ainsi de suite. Gestion des logs et journal D. Journal D, qui est aussi un outil qui va nous permettre de gérer les logs. Nous avons nos fichiers de configuration qui est dans etc, log, rotate, ainsi de suite. etc, c'est un fichier qui se trouve dans Linux. Donc, quand vous entrez dans le dossier du système, il y a etc qui est un dossier. Et dans ces etc-là, il y a des éléments qui nous permettent de voir les logs. Alors, pour la huitième exercice, nous allons parler de l'orchestration et de l'architecture ETL. ETL, ça signifie Extract, Transform et Load. Ce sont des opérations qu'on utilise le plus souvent lorsqu'on est dans les big data. Et c'est un exercice que nous avons essayé de faire ici. Alors, nous avons déjà eu la possibilité d'apprendre Docker. Donc, nous avons utilisé nos connaissances en Docker pour mettre en place ici. Donc, la première des choses, nous allons mettre un script Python qui va récupérer le flux brut via API en utilisant curl. Et nous allons mettre un script de transformation qui nettoie, valide et type. Nous allons mettre un loader qui insère les enregistrements traités dans PostgreSQL. Et ensuite, nous allons mettre un dashboard de visualisation, donc un petit serveur web qui va nous permettre de voir ça à travers trois éléments. Déjà, une chose qui nous intéresse ici, nous allons pouvoir mettre en place différents conteneurs et ensuite, nous allons mettre en place euh, une, une composition, donc dans utiliser Docker Compose afin d'avoir la composition de chacun de chacune de nos services, de chacun de nos conteneurs et pouvoir les traiter automatiquement. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a les scripts d'automatisation qu'on a mis en place.
qui est en 4 étapes. Première étape, démarrage de l'infrastructure. Deuxième étape, attente disponible de la base. Donc, une fois que la base de données a été créée, nous allons mettre en place l'exécution du traitement ETL. Si c'est réussi, on met succès. Si c'est échec, on met échec. Ça, c'est un script qui est créé directement dans la console. Et ensuite, une fois fait, on affiche le résultat. Euh, la question numéro 9, la conception du pipeline de traitement lexical. Alors là, on a toujours utilisé les JIC. JIC qui est cet outil-là de traitement de JSON. Et nous avons utilisé aussi AWK qui va nous permettre aussi de traiter les textes directement. Alors ici, il y a un système d'analyse des tweets, comme il a été demandé à l'exercice 9. Nous allons mis en place aussi à partir du serveur Alpine, qui est à partir plutôt du conteneur de l'image Alpine, sur lequel nous avons créé notre propre montage, notre propre conteneur à partir de l'image d'Alpine, et nous avons ajouté un certain nombre de choses. Nous avons créé un script analyse sentiment.ssh. Nous avons ajouté des autorisations sur ces fichiers pour qu'ils soient exécutables. Et ensuite, nous avons mis comme point d'entrée de notre Dockerfile. Et ensuite, tout ce qui reste, c'est de tourner, de build d'abord cette image et ensuite de les tourner pour voir le résultat. Alors, ici, on montre le résultat de ce qu'on a dit en détail, les mots-clés, les tweets analysés, ainsi de suite. Alors, en dernière partie, nous allons voir Unix et Docker. Il y a une erreur ici, Unix et Docker au cœur de la data science moderne. Alors, pourquoi Unix domine la data science aujourd'hui? Je pense que c'est surtout parce que c'est un standard root, un standard au niveau de l'utilisation des clusters de calcul. Aujourd'hui, 90%, parce que la majorité des clusters sont développés sur Linux et l'environnement est déjà beaucoup plus partagé. Nous voyons directement au niveau de la logique, donc la composition des flux. La philosophie Unix, c'est une philosophie qui est déjà beaucoup plus adoptée et c'est une philosophie qui va beaucoup plus dans le sens de la data. Nous voyons aussi la possibilité d'ajouter des containers. Lorsqu'on a créé des containers, on a créé Docker, c'était basé directement sur le système de fonctionnement de Unix. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de les faire sur Unix que de les mettre sur un autre système. Il y a aussi l'efficacité système au niveau de l'automatisation sans interface graphique. Les interfaces graphiques consomment des ressources et Unix est basé beaucoup plus sur sa fonctionnement hors interface graphique. C'est déjà un très bon départ. Le déploiement continue aussi. Transition sans culture de prototype local à la production. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des déploiements continus à Linux vu qu'il est beaucoup plus orienté serveur, orienté utilisation, utilisation sans intervention humaine. Nous allons comparer sur les paradigmes et les architectures modernes. Unix, c'est un système qui est léger. Et comme il est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut pouvoir décider de ce qu'il met dans le noyau ou pas. Alors, c'est idéal pour des données sur un seul nœud. Par exemple, si on a inférieur à 10 gigaoctets, c'est rapide et sans surcharge. Donc, c'est beaucoup plus rapide lorsqu'on essaie de traiter une quantité faible de données. Mais dans la technologie actuelle, on remarque que nous avons beaucoup trop de données. Dans la big data, on parle des téraoctets et des pétaoctets de données. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sur une seule machine. Et dans ces cas-là, on a besoin de technologies big data, on a besoin de Hadoop et de Spark qui sont des technologies qui fonctionnent sur des environnements distribués. Et là, on est obligé de passer. Nous avons aussi les bases analytiques. Lorsqu'on est sur Unix, alors on peut faire des opérations de calcul, mais c'est à une petite échelle, puisque quand on est sur une seule machine, on n'a pas la possibilité, nos ressources sont limitées,
Et même si on a plus de ressources, ça va juste donner beaucoup plus de charges de calcul et ça sera difficile pour une seule machine de traiter tout ça. C'est pour ça qu'il y a des méthodes qui existent dans les big data qui sont développées dans Hadoop, Spark et dans les technologies de big data qui sont beaucoup plus différentes et qui sont adaptées pour travailler euh, sur des traitements en parallèle. Aujourd'hui, nous avons les stockages comme S3 qui sont ce qu'on appelle des T-Link. Nous avons le traitement Spark, nous avons les visualisations et les orchestrations. Quelles sont les compétences uniques fondamentales pour un data scientist? D'abord, la première des choses, je pense qu'il faut euh, maîtriser la console, maîtriser les langages des consoles parce que le langage Bash ou le langage de la console, ça nous permet directement de parler, euh, de faire des appels système ou de faire des appels ou de faire des traitements qui touchent directement au système d'exploitation, parfois directement au processeur. Il faut maîtriser la manipulation de flux, c'est-à-dire le traitement des différentes données directement à partir des commandes Linux. Il faut maîtriser la containerisation, puisque la containerisation, c'est ce qui nous permet de créer un environnement isolé afin de ne pas empiéter sur les travaux des, des systèmes ou des autres personnes. Nous avons maîtrisé l'exploitation et le monitoring. Le monitoring nous permet de connaître quelles sont les ressources utilisées par notre machine et comment est-ce qu'on les gère. Dans ce travail pratique, ça a été très utile pour moi personnellement parce que ça m'a permis d'avoir une maîtrise des essentiels d'abord de Ubuntu. Euh, Windows 8CL, ça m'a permis aussi de pouvoir travailler rapidement sur Linux sans avoir à passer sur une autre machine. Ça m'a permis aussi de maîtriser Docker et Docker Compose pour la composition de plusieurs conteneurs. Ça m'a permis de comprendre aussi comment construire des pipelines performants de traitement des données et comment je peux mettre en place un pipeline de la donnée qui part, donc qui découpe chaque étape dans un conteneur distinct. Nous avons vu l'automatisation complète, c'est-à-dire comment monitorer son serveur, comment voir quelles sont les ressources utilisées, comment les manager et ainsi de suite. Alors c'est un travail qui était très intéressant pour moi, qui a été très enrichissant et je vous remercie.